Florence, je vais du coup te laisser la main. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis Florence Lechanjour du CNFPT Bretagne. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce webinaire de 2 heures qui est consacré à l'économie sociale et solidaire et ses politiques publiques. Je voudrais tout d'abord remercier le partenariat, enfin les partenaires, puisque c'est grâce à un partenariat RTES et CRES Bretagne CNFPT que ce projet a pu voir le jour. Donc un grand merci au RTES, à la CRES Bretagne pour leur implication et pour leur participation. Et je souhaite également remercier les intervenants qui aujourd'hui ont accepté de participer, de témoigner sur cette conférence en ligne. Voilà, donc on va pas. Je vais tout de suite vous laisser profiter de ce webinaire et je vous dis à tout à l'heure, à dans 2 heures. Donc, bon webinaire à tous. Eh bien, merci Florence. Moi, je vais me présenter rapidement parce que vous allez me voir un petit peu tout au long de la matinée. Donc, je suis Floriane Desil, chargée de mission sensibilisation à l'économie sociale et solidaire à la CRES Bretagne, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Je serai pour la matinée votre animatrice. Donc voilà, je vais passer la main aux différents intervenants. Je serai là également. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je prendrai du coup en note toutes les questions que vous pouvez avoir. Il est également possible donc de poser les questions en levant directement la main. J'expliquais ça au tout début. Vous avez un petit icône qui s'appelle réaction en bas de votre écran. Il suffit ensuite de cocher ce qui s'appelle lever la main. Et donc, du coup, moi, ça me permet de voir dans l'ordre qui souhaite prendre la parole pour poser une question, avoir une réaction ou autre. N'hésitez pas donc à utiliser soit le chat, soit du coup cette partie réaction pour lever la main. Et donc voilà, nous sommes partis pour un webinaire de 2 heures. Bienvenue donc à nos intervenants et intervenantes de la matinée qui vont du coup pouvoir se présenter très rapidement. Je vais démarrer par Thierry, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour, rebonjour à toutes et tous. Je suis Thierry Couret, je suis correspondant régional ESS. On reviendra exactement sur ce que ça veut dire au cours de notre présentation. À la DRETS Bretagne, la DRETS, c'est la direction qui a succédé à la Directe, à la FEULA Directe. Voilà. Merci Thierry. Yannick, je te passe la main. Yannick Bérel, donc moi je suis responsable du service économie sociale et solidaire à la région et on dépend de la direction du développement économique. Merci Yannick. Grégory. Bonjour à toutes et tous, Grégory Huchon, directeur de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de Bretagne. Merci David. Bonjour, donc David Dizon, moi je suis chargé de mission sur l'Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire à la CRES. Bienvenue. Il nous manque Emmanuel Rousset qui ne va pas tarder, je pense, à arriver en intervenante de la matinée. Alors, pour que du coup la visio se passe bien, je vous invite donc à couper le micro lorsque vous ne prenez pas la parole, mais je vois que c'est à peu près le cas pour tout le monde. Vous pouvez tout à fait activer vos caméras si vous le souhaitez. Pour celles et ceux qui sont arrivés, si vous souhaitez aussi vous renommer, n'hésitez pas à utiliser les petits points bleus pour inscrire votre nom et votre prénom. Et voilà, globalement, pour la matinée, on va démarrer donc sur un temps de 40 minutes à peu près pour vous parler des fondamentaux de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, on aura un temps de témoignage d'une collectivité en la présence d'Emmanuel Rousset du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Et puis, on terminera sur un temps d'échange, d'approfondissement en fonction des questions que vous avez et puis de présentation de quelques ressources pour aller plus loin. Eh bien, merci à vous. Je vais lancer le PowerPoint et on va du coup pouvoir démarrer la visio, les échanges et les présentations avec Thierry. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Pour l'instant, ça charge. OK. Ça y est. OK, ça charge en effet. Il faut peut-être dézoomer un peu, je ne sais pas. C'est bon? C'est bon. OK. Merci Floriane. Oui, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, il nous a semblé d'abord important de repartager un petit peu les grandes définitions et de s'entendre précisément sur ce dont nous parlions.
vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, émergent de certaines notions d'entreprise engagée, d'entreprise à mission, d'entreprise responsable, etc., etc. Et parmi toutes ces notions, il y a la notion d'économie sociale et solidaire qui a fait l'objet en 2014 d'un encadrement juridique qui a été mis en place pour aider à soutenir le développement de ces structures. On reviendra d'ailleurs là-dessus parce que avant de savoir comment développer des politiques publiques de soutien à l'ESS, il est important aussi de s'interroger pourquoi en développer, à quoi ça sert et en quoi c'est utile au territoire. Donc, je ne vais pas vous faire, parce que je n'ai que 2 minutes 30 sur cette slide, l'histoire de l'ESS des origines à nos jours, mais rapidement quand même vous dire que la loi n'est pas partie de rien et qu'elle a, un de ses premiers buts a d'abord été de consacrer un certain nombre de structures qui, par leur rapport au développement de ce secteur, ont fait émerger des valeurs ou des modes de fonctionnement ou des principes de fonctionnement spécifiques et essentiellement parmi ce qu'on appelle ces structures historiques, il y en a essentiellement 3. Ce sont les associations, les coopératives, quel que soit d'ailleurs leur statut, hein, vous le savez, il y a plusieurs statuts de coopératives, et également les mutuelles. Aux associations, j'ajoute bien sûr les fondations, mais voilà. Grosso modo, il y a 3 piliers de structure historique que sont les associations, les coopératives et les mutuelles. Bon, je ne vais pas vous refaire encore une fois l'historique, mais ces structures ont développé des principes qui permettent, qui leur permettent d'avoir un impact particulier sur l'économie. Pourquoi? Parce que ces principes leur permettent d'avoir une structuration économique plus patiente, plus résiliente et plus liée à leur territoire. Donc, de l'apport de ces historiques, la loi a fait émerger 3 grands principes qui les rassemblent. Ces 3 grands principes, ce sont une gestion démocratique. Vous voyez bien, par exemple, pour les associations, pour les coopératives, le principe un homme, une voix, etc. Pour les mutuelles également, hein, c'est le principe du sociétariat. Cette gestion démocratique, en fait, elle caractérise une gestion qui n'est pas simplement entre les mains des détenteurs du capital. Le deuxième pilier, le deuxième apport de ces structures, le deuxième principe qui les fonde, c'est une lucrativité au minimum encadrée et limitée. C'est-à-dire que ces structures s'imposent une gestion du capital patiente et notamment un réinvestissement de la majorité de leurs bénéfices au sein de leur structure. On y reviendra. Bon, ce principe, il va dans l'absolu jusqu'à un principe de non-lucrativité, c'est les associations. Et puis après, il y a des gradations. Les mutuelles ont des principes prudentiels de réserve financière.
et les SCOP aussi sont tenus à la mise en réserve de la majorité de leurs bénéfices. Troisième principe, c'est que ces structures se sont données une finalité autre que le seul partage des bénéfices. Et cette finalité, elle se donne pour objectif d'avoir un impact social, une utilité sociale en plus de l'activité économique. Voilà. Et voilà, autour de ces trois grands principes-là, on a donc fait famille d'abord autour des historiques, mais l'émergence ou la consécration de ces trois principes a également permis au législateur en 2014 de dire à tous ces entrepreneurs qui cherchaient une plus-value sociale à leur activité, qui cherchaient à objectiver un sens supplémentaire à leur activité économique, d'intégrer la grande famille de l'économie sociale et solidaire dès lors que leur statut était conforme aux trois grands principes que je viens d'évoquer. Donc, vous voyez bien que il ne s'agit pas de définir un secteur d'activité économique. Il ne s'agit pas d'une économie simplement assistée ou d'assister. Il ne s'agit pas d'une économie du pauvre. Il s'agit d'une vraie économie. On reviendra sur sa place dans l'économie, mais au niveau national, ça représente plus de 10% du PIB national. Donc ça commence à représenter un poids certain. Et ça permet donc à la fois de faire famille, d'objectiver ses apports, mais en même temps de ne pas réduire l'économie sociale et solidaire à ces seules structures historiques, mais de dire aux entrepreneurs, dès lors que vous partagez ces principes et que vous les inscrivez dans vos statuts, qu'ils soient objectivables et vérifiables, et c'est là aussi que ça se différencie par rapport à d'autres concepts tels qu'entreprise à mission, etc., mais on pourra y revenir, eh bien, vous pouvez vous prévaloir de votre appartenance à l'économie sociale et solidaire. Donc, vous voyez bien que là, on définit un mode d'entreprendre, une façon d'entreprendre particulière, pas une activité. Et c'est pour ça que les structures de l'économie sociale et solidaire irriguent l'ensemble des secteurs économiques. Et on le verra, David vous fera une présentation un petit peu statistique, mais voilà, ça irrigue l'ensemble des secteurs économiques, et y compris en Bretagne, on y reviendra. Alors, c'est vrai que ça paraît aggloméré un petit peu des entités très, très éloignées. Hein. Ça va du crédit agricole, puisque c'est une banque coopérative, jusqu'à la petite association, la petite école de musique associative. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à voir ce qui peut les unir. Eh bien voilà, ce qui les unit, c'est cette manière d'entreprendre différente, fondée sur ces trois grands principes. Voilà. Et ces trois grands principes, s'ils sont utiles et s'ils justifient une politique publique de soutien, c'est parce que, au-delà de toute considération idéologique, je dirais, toutes les statistiques montrent non seulement son caractère résilient face aux chocs externes, mais aussi son caractère, ce que les économistes appellent contracyclique, c'est-à-dire qu'en cas de crise, eh bien, l'économie sociale et solidaire contrebalance les effets négatifs des crises. On y reviendra, mais notamment par le traitement social qu'une grande partie de cette économie permet, le traitement social des crises qu'une grande partie de ce secteur permet, notamment via les activités d'insertion économique, qui représentent un grand pan des structures de l'ESS, mais aussi parce que justement, ce capitalisme, entre guillemets, durable, patient, raisonné, leur permet de mieux absorber les chocs externes parce qu'elles se sont constituées des trésoreries suffisantes pour pouvoir mieux les absorber. Et puis, dernier point qui leur permet aussi d'être mieux résilientes,
par rapport à ces chocs et à ces crises, c'est qu'elles ont su développer, notamment avec leurs salariés, un rapport peut-être un peu plus proche que d'autres grandes structures et que, eh bien, elles ont moins tendance à se séparer de leurs salariés en cas de difficulté. Et donc, elles contribuent à amoindrir des chocs externes. Et on l'a vu typiquement, j'imagine que David y reviendra, mais après la crise de 2008, en Bretagne en particulier, l'ESS a permis que l'ESS seul a permis que l'économie bretonne reste positive en termes d'évolution de PIB, ne perde pas de richesse. Merci Thierry. Voilà, et je m'arrêterai là. De toute manière, le PowerPoint sera transmis avec le compte-rendu, donc les participants pourront en effet revenir dessus. Et puis, on aura un temps d'échange juste après, donc n'hésitez pas à noter vos questions dans le chat. Voilà, mais ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que ça fait partie de la biodiversité économique et que, eh bien, comme en écologie, la biodiversité participe à la solidité du système économique global. Merci Thierry. Grégory, je te laisse prendre la suite. Oui, très rapidement, parce que j'ai envie de dire, cette diapo-là, elle résume des données générales sur lesquelles David va revenir en détail. Donc, le périmètre qu'a défini Thierry Couret à l'instant, en photographie aujourd'hui, ce sont donc ces chiffres-là qui correspondent au périmètre d'établissement employeur, qui correspond à une photographie au sens où dans ces établissements, il y a des structures qui ont plus de 100 ans d'existence et d'autres qui se sont créées l'an passé. Il y en a qui ont plus de 1000 salariés et d'autres qui ont moins de 2 salariés. Donc, il y a effectivement une diversité en termes de secteur d'activité, de type d'entreprise, mais qui se recouvre derrière les principes qui ont été évoqués précédemment. Peut-être de dire que on vient de vivre, enfin, on espère terminer une phase de crise pandémique qui a donc, comme tout secteur, impacté l'ESS, avec des secteurs d'activité qui ont été plus impactés que d'autres. On pourrait y revenir, mais notamment le champ de l'animation, de la culture, du sport, du tourisme, de l'hébergement, de la restauration. Et de dire aussi que ça a été impacté du fait de la caractéristique des structures d'économie sociale et solidaire, à savoir un engagement collectif, notamment dans le milieu associatif, mais aussi dans le milieu mutualiste, où la question de l'engagement bénévole des sociétaires est un élément essentiel dans la conduite des projets. Et il est vrai que la crise sanitaire a fragilisé les démarches collectives d'engagement. Voilà. Donc, au-delà de l'aspect économique de ces structures-là, il y a aussi, dans cette phase de reprise et de relance, un enjeu aussi de redonner envie d'agir collectif au travers de ces activités et entreprises de l'ESS. Voilà, je m'arrête là. Je propose que David, tu puisses, pour gagner du temps aussi, puisse aller plus dans le détail sur ces différentes données. Merci. Le micro n'est pas ouvert, David. Excusez-moi. Juste pour rebondir sur ce que disait Grégory sur la dynamique de l'emploi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pertes d'emplois dans l'ESS en 2020 et 2021, mais ce qu'on observe, en fait, c'est un rebond très fort en fait, au premier semestre 2021 qui rattrape finalement les pertes d'emplois qui avaient été perdues dans toutes les structures culture, sport, loisirs, en fait, qui avaient été fortement impactées. Oui, et puis juste, David, excuse-moi, ce que je voulais le dire, j'ai oublié. On est aussi dans une période où, comme d'autres secteurs d'activité, aujourd'hui, les entreprises de l'ESS sont confrontées à des difficultés de recrutement sur un bon nombre de secteurs d'activité. Ouais. Je vais commencer peut-être par vous dire quelques mots de l'Observatoire régional de l'ESS. Donc, on a la chance dans ce périmètre d'avoir un système d'observation qui existe au régional et au national. Donc, c'est un maillage qui s'est créé il y a une douzaine d'années. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un système d'observation qui est harmonisé entre tous les territoires en France et de pouvoir faire des comparaisons, etc. Ce qui n'était pas le cas au début des années 2000. Cette harmonisation, elle s'est basée sur un partenariat avec l'INSEE, en fait, où on a un périmètre d'observation de l'économie sociale et solidaire qui a été créé.
mais aussi des conventions au niveau régional avec l'URSSAF et la MSA pour la fourniture de données. Donc, on ne produit pas nous-mêmes des données sur l'ESS, même si on peut avoir des éléments d'analyse par les réseaux de l'ESS. On se repose sur les données qui sont présentées sur la statistique nationale. Donc, on a vraiment des données consolidées et très fiables en fait, sur le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Et donc, depuis un peu plus de 10 ans, au niveau de la CRES, on a vraiment développé une expertise du traitement et de l'analyse des données de l'ESS et de la compréhension de ce qu'il y a derrière, et une connaissance aussi des spécificités territoriales de l'ESS. Pour donc la traduction un peu opérationnelle des activités de l'Observatoire, ce sont des publications, notamment la collection Data ESS, qui présente des panoramas à la fois régionaux, départementaux, territoriaux, avec les données pays, EPCI, en fait, sur tous les territoires bretons. Donc, c'est une ressource importante qui peut être intéressante pour vous pour faire un premier pas dans l'ESS. Et on produit également des notes de conjoncture annuelles en fait, pour apprécier un peu comment évolue l'ESS sur les territoires bretons chaque année. Et puis également, on peut plus ponctuellement réaliser des panoramas plus thématiques ou sectoriels. J'évoque la qualité de l'emploi, l'égalité homme-femme, la santé au travail. Enfin bon, il y a pas mal de choses en stock. Bien sûr, ces publications n'épuisent pas toutes les données qu'on peut avoir sur l'économie sociale et solidaire. Donc, on a vraiment une expertise et des données qui peuvent être utiles pour les collectivités. Donc, il ne faut pas hésiter à s'adresser à nous pour mieux comprendre ce que c'est que l'ESS sur votre territoire. Donc, on travaille avec les pôles de développement de l'ESS sur cette question d'analyse de l'ESS sur les territoires. Voilà pour cette présentation un peu générale de l'Observatoire. Alors, on revient un petit peu sur l'ESS, comment elle se structure d'un point de vue sectoriel. Je remercie Thierry d'avoir bien insisté, l'ESS n'est pas un secteur d'activité. Elle est présente sur de multiples secteurs d'activité. Alors moi, dans ma lecture de l'ESS, j'ai tendance à la répartir en trois grands ensembles. L'ensemble le plus important qui représente 54% de l'emploi, c'est ce que j'appelle le secteur du care. On va retrouver l'action sociale, la santé, l'enseignement. Donc, c'est l'économie sociale qui est la plus instituée, qui repose sur notre système de solidarité nationale, le système de redistribution. On va trouver dedans l'aide à domicile, les structures de protection de l'enfance, la petite enfance, de la santé. L'ESS est très présente au travers d'hôpitaux, notamment mutualistes, les services infirmiers à domicile. Et en Bretagne, on a la particularité quand même d'avoir une ESS qui est très présente dans l'enseignement, donc les OGEC notamment, mais aussi au travers des écoles privées type Diwan ou les maisons familiales rurales. Donc on a cet ensemble-là de l'ESS qui représente plus de la moitié de l'emploi, mais seulement 23% des structures, parce que globalement, ce sont des grosses structures. Juste un point, on a souvent l'idée que l'ESS, en fait, c'est des petites structures. Mais en fait, c'est faux. En fait, en moyenne, en fait, une structure de l'ESS, c'est 9 ETP, alors que dans le privé, c'est 7. Donc, il faut retenir ça. L'ESS, ce n'est pas des petites structures. Ça m'amène en fait à ce deuxième bloc, le secteur de l'animation territoriale, où là, effectivement, on va retrouver des petites structures. Ils ne représentent que 10% de l'emploi et 49% des structures de l'ESS. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que souvent, c'est un peu l'image qu'on a du secteur associatif, les clubs de sport, l'animation, la culture, l'enseignement culturel, la défense des droits. Donc, tout ce secteur qui est très important en termes de dynamique territoriale, d'animation du territoire, souvent assez visible dans votre quotidien éventuellement. Donc, c'est une grosse part, la moitié des structures de l'ESS, mais 10% de l'emploi. Parce que dans ce secteur-là, en fait, on a un modèle d'activité qui est plus orienté vers le bénévolat. Donc, le bénévolat est plus sollicité dans la mise en œuvre de l'activité. Donc, c'est un secteur où on a cette notion d'hybridation. Donc, hybridation des ressources humaines avec un partage en fait, de l'activité entre salariat et bénévolat, et aussi hybridation des ressources avec plutôt un financement par les collectivités territoriales, mais couplé pour en gros la moitié des budgets en général avec des systèmes d'adhésion. Donc, un financement par les usagers, par les bénévoles, par les adhérents de l'activité.
Le troisième pôle, c'est le secteur moi, que j'appelle plus marchand, en fait, à vocation marchande de l'ESS. On va retrouver les banques, Thierry évoquait le Crédit Agricole tout à l'heure, mais aussi les mutuelles comme la Maif, la Massif, la MGEN, et aussi l'industrie agroalimentaire. C'est une particularité de l'ESS bretonne, c'est ce poids des coopératives agricoles et agroalimentaires qui est très élevé. On retrouve également les services aux entreprises. On a beaucoup de groupements d'employeurs, de centres de gestion sous statut associatif. On a l'hébergement touristique avec pas mal de centres de vacances en Bretagne. Et tout le secteur de la construction, où on a en Bretagne une richesse en fait de scope en fait sur ce secteur d'activité, notamment sur le Finistère et les Côtes-d'Armor. En termes de poids économique, donc ce qu'il y a sur le petit symbole, on voit que sur le secteur du Caire, l'ESS représente presque le tiers de l'emploi. Sur le secteur de l'animation territoriale, l'ESS représente 57% de l'emploi, et dans le champ du marchand, l'ESS ne représente que 6% de l'emploi. Alors bien sûr, donc, on dit que l'ESS est présent sur tous les secteurs d'activité, mais il y a des polarités, il y a des pondérations avec une plus forte présence sur les activités du soin, du care, de la préoccupation de s'occuper des plus fragiles de notre société. Voilà pour cette première slide. Alors, quelques chiffres en fait. Donc, vous retrouvez un peu les couleurs de la diapo précédente. Dans le champ du social, donc les petits rectangles bleus, quelques données un peu d'activité, qui ça ne vise pas à résumer tout le champ de l'ESS, vous avez bien vu, qui est très vaste, mais quelques données de repère un petit peu. L'ESS, c'est 2/3 de l'emploi dans les services à la personne. Donc, une activité essentielle aujourd'hui sur les territoires, et notamment qui est d'autant plus importante sur les territoires ruraux où le secteur privé lucratif ne se développe peu. L'ESS, c'est 75% des places d'accueil de l'enfance en difficulté. C'est un secteur, excusez-moi, donc c'est un secteur fondamental pour la protection de l'enfance pour l'ESS, où elle partage son activité avec des acteurs publics. L'ESS, c'est 27% des places de crèche en Bretagne. Donc, c'est un secteur qui est très partagé aujourd'hui entre le secteur public, les collectivités territoriales, le secteur privé et l'ESS. On a 40% de l'emploi privé dans la santé. Ce n'est pas toujours dans les radars, cette représentation de l'ESS, mais l'ESS, c'est beaucoup d'hôpitaux, de centres de soins, c'est la médecine du travail, c'est des associations de professionnels, des maisons de santé. En fait, il y a tout un développement d'activités dans le champ de la santé. On l'a évoqué tout à l'heure, l'ESS a une place très, très importante, même prépondérante dans le champ de l'insertion par l'activité économique. En Bretagne, par an, c'est environ 4000 personnes qui sont sous contrat d'insertion. Et enfin, c'est un secteur qui a fait parler de lui récemment, l'ESS, c'est 1/3 des maisons de retraite en Bretagne. Aujourd'hui, en Bretagne, on a relativement peu d'acteurs privés lucratifs, même s'ils arrivent sur le territoire, avec donc ce partage entre le secteur public et ESS. Donc, l'ESS, c'est 13 000 emplois dans l'animation du territoire. L'animation du territoire, ce qu'on disait tout à l'heure, la culture, le sport, l'animation socioculturelle. Ce sont aussi 200 circuits courts alimentaires, donc toutes ces petites associations qui, au niveau des territoires, développent des systèmes plus équitables de commercialisation de produits alimentaires en collaboration agriculteurs-consommateurs. L'ESS, c'est aussi des outils de diffusion de la culture, 2 cinémas sur 3, mais aussi, je pense, plus de la moitié des radios en Bretagne. Donc, c'est des acteurs du coup fondamentaux, notamment au milieu rural, sur la diffusion de la culture, de l'information citoyenne. En Bretagne, qui est une terre de festivals, l'essentiel de ces festivals sont des associations. Donc, que serait la Bretagne sans ces associations qui animent les étés et toute l'année? Un acteur aussi majeur en termes de nombre d'établissements, c'est les clubs de sport.
On a 1 million de licenciés en Bretagne. Donc, c'est souvent une proportion, ça peut être une proportion importante des établissements de l'ESS sur certains territoires. Et enfin, sur la banque, on a souvent, on ne raccroche pas forcément l'ESS au secteur de la banque, mais pourtant, en Bretagne, on a un emploi sur 2 de la banque qui est dans l'ESS. Parce qu'on a une histoire en fait particulièrement forte des banques coopératives, banques populaires, caisses d'épargne, crédits mutuels en Bretagne, qui ont eu un rôle assez fondamental en fait dans l'histoire économique de la région. Enfin, Alors, bon, pardon, 45. mais juste petite précision, comme son nom l'indique, le Crédit Mutuel est une banque mutualiste et pas coopérative, mais Ouais. c'est le même principe. Juste 2 derniers chiffres, donc presque la moitié des emplois dans la formation continue et 400 000 touristes accueillis dans des structures de l'ESS chaque année. Voilà, donc c'est un peu pour brosser un petit peu quelques chiffres clés sur l'activité de l'ESS et son importance sur le territoire breton. Merci David. Et puis vous retrouvez quelques chiffres clés dans une publication qu'on vous transmettra aussi dans le compte-rendu, qui est une publication qui s'appelle « Ce que l'ESS apporte au territoire » pour chacune des grandes thématiques de l'économie sociale et solidaire. Des chiffres clés sont présentés, donc voilà, vous pourrez les retrouver aussi dans cette publication. On poursuit donc sur un zoom par département. Donc, j'ai essayé, on m'a demandé les données territoriales, etc. Donc, avec le nombre de PCI qui est en Bretagne, c'est un peu compliqué de parler de tout. Donc, j'ai essayé un peu de vous faire quelques slides, de faire des focus un peu par département, évoquer un petit peu la dynamique territoriale de chaque département. On va commencer par l'Ille-et-Vilaine. Donc, l'Ille-et-Vilaine, c'est le département où on a le poids de l'ESS qui est le plus faible, en fait, à 12,2% contre près de 14% en Bretagne. Ce poids relativement un peu plus faible en fait de l'ESS en Ille-et-Vilaine, il est surtout lié en fait à un moindre développement de la sphère agricole, agroalimentaire de l'ESS. C'est ça en partie, et l'enseignement également, qui explique qu'il y a un poids un peu plus faible de l'ESS sur le département d'Ille-et-Vilaine. D'un point de vue territorial, donc la slide de gauche, vous voyez un peu les pondérations, comment l'ESS est structuré sur le territoire. Là, on voit que l'Ille-et-Vilaine, il y a une forte concentration de l'emploi sur l'agglo rennaise, ce qui n'est pas le cas sur les autres départements bretons. On a des fortes concentrations en fait, d'emploi de l'ESS dans le sud du département, sur Redon Agglomération, notamment parce qu'il y a un fort développement de l'emploi dans l'aide à domicile et dans l'enseignement. Vous pouvez voir aussi sur Montfort Communauté un poids très très élevé de l'ESS qui atteint les 20%, qui s'explique en fait par la présence d'importantes coopératives agroalimentaires. Donc, si on regarde un peu l'évolution de l'emploi sur le département d'Ille-et-Vilaine, entre 2015 et 2019, sur le département, l'ESS a progressé de 3% contre 0,5% en Bretagne. Donc, on est resté sur une croissance assez forte sur le département d'Ille-et-Vilaine. Croissance qui est principalement localisée sur Rennes, mais on voit aussi des territoires limitrophes qui ont montré des croissances élevées. Donc, Montfort Communauté, la communauté de communes du Pays de Château-Giron, en lien avec un développement des effectifs dans les services aux entreprises. Et on voit donc des communautés de communes comme l'Ifré-Cormier ou la communauté de communes de Vallon de Haute-Bretagne on voit des baisses d'effectifs importantes dans la santé et dans les services aux entreprises notamment. On peut passer au Finistère. Alors, sur le Finistère, c'est avec les Côtes-d'Armor, le département de breton, avec le poids le plus élevé en fait, de l'ESS dans l'économie. On a 15% des effectifs salariés, un emploi privé sur 5 qui est dans l'ESS sur le département du Finistère. Ce poids en fait, de l'ESS sur le territoire finistérien, il est en grande partie lié au poids de l'ESS dans l'action sociale. En moyenne, on est à un peu plus de 50% de l'emploi de l'action sociale qui est dans l'ESS en Bretagne. Et sur le Finistère, on avoisine les 70%. Ça veut dire qu'en termes de politique publique, sur le département du Finistère, il y a une forte délégation à l'ESS des activités d'utilité sociale, de l'action sociale. On remarque que sur le nord du Finistère, on a un poids de l'ESS qui est particulièrement élevé, et c'est souvent assez relié en fait à la place de l'ESS dans l'action sociale.
même si on observe un maximum enfin, sur la communauté de communes du Cap Sizun, avec un emploi sur 4 en fait, qui est dans l'ESS. Ce qui est assez singulier sur le Finistère et sur Brest Métropole, c'est qu'on a sur Brest Métropole, on a 16% de l'emploi dans l'ESS. Si on le compare à Rennes, on est à 12%. Et cette singularité, elle est vraiment liée à l'action sociale, mais également en fait au Crédit Mutuel Arkea, donc qui a son siège sur Brest et qui explique en grande partie le très fort volume d'emploi de l'ESS sur le territoire. Sur le nord du territoire, en fait, le poids de l'ESS est lié également à la sphère agricole avec un développement important de groupements d'employeurs agricoles et de coopératives de commerce agricole. En termes d'évolution, par contre, contrairement à l'Ille-et-Vilaine, sur le Finistère, on a entre 2015 et 2019 une baisse des effectifs de 1%. Donc, cette baisse, elle est liée au secteur de l'enseignement, à l'hébergement médico-social de personnes âgées et de personnes handicapées. Et la croissance globale, en fait, il y a des secteurs, des territoires comme Brest Métropole qui maintiennent une croissance qui est essentiellement liée en fait aux coopératives bancaires. On peut continuer sur les Côtes d'Armor. Alors, sur les Côtes d'Armor, donc là, c'est le département de Breton où le poids de l'ESS est le plus fort, c'est 22% de l'emploi privé. Mais contrairement au Finistère, le poids de l'ESS n'est pas imputable à l'action sociale ou aux banques. C'est vraiment le département des coopératives agricoles et agroalimentaires qui sont très développées sur le territoire, qui expliquent en fait le poids de l'ESS. Et à contrario, l'ESS est beaucoup moins présente sur l'action sociale parce que dans les politiques publiques, il y a une culture, un parti pris de moindre délégation à l'ESS de l'action sociale. On a par exemple sur le département des Côtes d'Armor très peu de crèches associatives alors qu'elles peuvent constituer presque les 2/3 en fait, des établissements sur le Finistère. Du coup, cette spécificité agroalimentaire, on la retrouve d'un point de vue territorial avec les plus forts taux observés sur le territoire sur l'Embal communauté et la communauté de communes du Crest-Braise, où on atteint 35% et 24% d'emplois dans l'ESS du fait des coopératives agroalimentaires. En termes d'évolution, c'est le département qui a connu les plus fortes baisses d'effectifs sur ces dernières années. Moins de 4,5% entre 2015 et 2019. Et on a 5 des 8 EPCI qui connaissent des baisses d'effectifs considérables dans l'action sociale et dans l'enseignement. Et aussi dans la culture pour Saint-Brieuc-Aglo. Et dernier département, je vous bombarde un petit peu de données, vous pourrez les reprendre tranquillement et regarder un petit peu ce qu'il en est chez vous. Puis après, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'informations complémentaires. Donc, le département du Morbihan a un poids de l'ESS qui est légèrement inférieur à la moyenne régionale. On est à 13,3% en fait, de poids de l'ESS dans l'emploi. À l'instar de l'Ille-et-Vilaine, on a un emploi coopératif qui est moins développé qu'en moyenne régionale, ce qui peut expliquer qu'il apparaît un peu en retrait en termes de poids de l'ESS dans l'économie. Il se caractérise notamment par un poids plus élevé des mutuelles, parce qu'on a des mutuelles qui sont fortement développées, notamment dans la santé sur l'Orient. On voit que sur le nord en fait, du Morbihan qu'on a le poids de l'ESS qui est le plus élevé. Il est relié sur Roi-Morvan communauté et Ploramel communauté à un poids extrêmement élevé de l'ESS dans l'enseignement avec 70% des effectifs. Et sur Pontivy communauté, en fait, le poids de l'ESS est lié aux activités de santé et des hôpitaux. Sur Vanaglo aussi, on a un poids quand même assez important, à 3 points au-dessus de Rennes, qui est lié aux activités financières. Alors, le département du Morbihan, l'ESS s'est plutôt bien comporté en termes de croissance de l'emploi sur 2015-2019, avec une croissance même de 3,5%. Et c'est une croissance qui est reliée surtout à l'action sociale, aux EHPAD notamment, donc à l'hébergement de personnes âgées,
à la santé, au sport, au commerce. Donc, il y a une dynamique de l'emploi qui est assez forte en fait, sur le département du Morbihan. Il y a notamment l'agglo de Lorient qui affiche une croissance très forte, hein, enfin, en lien avec le développement d'emplois dans l'action sociale principalement. Voilà. Et Merci, je vais laisser David. la main à Floriane. Merci du coup pour ces chiffres clés. Je vous ai mis dans le chat notamment le lien pour aller découvrir encore plus de chiffres clés avec les data ESS dont vous parlez David tout à l'heure. Et puis on vous présentera encore quelques ressources en fin de webinaire comme on vous l'évoquait tout à l'heure. On va, avant de prendre quelques questions-réponses, poursuivre et terminer un peu sur les fondamentaux de l'économie sociale et solidaire avec quelques repères pour l'action publique. Je vais laisser la main à Grégory. Avec le micro, c'est mieux. Alors, ce qu'on souhaitait aussi vous partager, c'est comment l'économie sociale et solidaire s'est organisée et s'organise dans le temps, à la fois en termes au niveau des acteurs, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et puis on verra ensuite d'un point de vue de politique publique. S'agissant des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des entreprises, pour essayer de donner des éléments de clarification, vous avez une organisation les petites spirales bleues verticales. Là, ce sont donc les organisations fédératives et sectorielles qui ont, au fur et à mesure, qui ont structuré le secteur. Vous avez par exemple je sais pas, les auberges de jeunesse qui sont structurées du local au national. Vous avez les acteurs de la culture, les acteurs de l'environnement, enfin l'ensemble des secteurs d'activité sur le sanitaire et social, c'est pareil. L'ensemble des secteurs s'est organisé au fil du temps en lien avec le déploiement des politiques publiques sur une organisation verticale du local au national, ce qui est assez classique par rapport aux autres secteurs d'activité. Et puis, bien évidemment, on a aussi une organisation sur des branches professionnelles, puisque sur l'ensemble de ces secteurs, il y a des syndicats employeurs spécifiques sur ce domaine du sport, de l'animation, du social, etc. Sachant que l'ensemble de ces employeurs, petite parenthèse, est regroupé au sein d'un même syndicat employeur qui s'appelle l'UDES, l'Union des entreprises de l'économie sociale, qui correspond globalement qui est le syndicat employeur qui regroupe l'ensemble des activités de l'économie sociale et solidaire. Dans toujours ces spirales bleues, il y a eu aussi un mouvement de structuration qui s'est opéré par ce qu'on appelle dans notre jargon les familles de l'ESS, qui ont été explicitées par les familles historiques, qui ont été explicitées par Thierry Couret en début de propos, avec la structuration du mouvement associatif, du mouvement coopératif et du mouvement mutualiste. Là encore, du niveau local au niveau national, avec essentiellement pour ces organisations-là, une structuration au niveau national, là encore, pour être interlocuteur de l'État, notamment en termes de co-construction des politiques publiques. Et puis, lié au mouvement de décentralisation, l'économie sociale et solidaire s'est petit à petit organisée sur des niveaux territoriaux, avec au fur et à mesure l'émergence, à partir du milieu des années 90, l'émergence de CRES dans chacune des régions, jusqu'à une reconnaissance par la loi de 2014. Et aujourd'hui, il y a des CRES dans chacune des régions, y compris les territoires d'outre-mer. Et puis, on a au niveau national une tête de réseau qui regroupe l'ensemble des secteurs et des branches au sein de ce qu'on appelle ESS France, donc qui est le grand réseau national ESS France auquel les CRES adhèrent, ainsi que les organisations fédératives sectorielles. Et puis, on a une situation particulière en Bretagne qui est qu'on a dupliqué, enfin on a organisé cette question de la structuration territoriale à l'échelle des pays depuis maintenant plus de 10 ans, avec la création de pôles de l'économie sociale et solidaire, sans doute vous le savez déjà, et sans doute vous travaillez avec eux, à l'échelle des bassins de vie pays. Voilà. On a aujourd'hui 19 pôles sur l'ensemble de la région. Sur tout cela, on vous donnera éventuellement, parce que là, c'est vraiment en macro, mais si vous voulez rentrer dans le détail sur les éléments de structuration, notamment sur les secteurs, on pourra bien évidemment y revenir, parce que derrière la diversité de l'économie sociale et solidaire, il y a une grande diversité de secteurs d'activité, de structuration, d'unions, de réseaux, de fédérations. Pour aller un petit peu plus loin, merci Floriane. Donc, la particularité de l'organisation en Bretagne, c'est ce qu'on appelle
là encore dans notre jargon, un écosystème de soutien à l'économie sociale et solidaire qui se compose d'une part par les pôles de l'économie sociale et solidaire qui ont été créés depuis les années 2010. Et à cela, on a rajouté au milieu des années, en 2014-2015, un échelon supplémentaire qui sont les tags, qui sont des incubateurs d'innovation sociale qu'on retrouve sur chacun des départements et qui sont connectés aux pôles de ces mêmes territoires. Voilà. Ce qui fait aujourd'hui, si on regarde les choses en global, cet écosystème d'accompagnement et de soutien représente une 60aine de salariés. On est près d'1 millier de structures adhérentes quand on prend les pôles et la CRES, et puis un ensemble de porteurs de projets et d'entreprises accompagnées qui commencent à être importantes au regard de ce dispositif que nous envient bon nombre de collègues des autres régions. Et cela, ça a été, alors je le dis, mais ça pourrait être redit, hein, bien évidemment, ça a été mis en place grâce au soutien du Conseil régional de Bretagne, grâce au soutien de l'État, et puis bien évidemment de plus en plus grâce des départements, notamment le département d'Ille-et-Vilaine, et grâce au soutien de plus en plus des intercommunalités que vous êtes. Je crois qu'il y a une slide encore. Oui, voilà. Et puis peut-être pour terminer sur la description de cet écosystème de soutien et d'accompagnement, on a en complément de la CRES, des pôles et des tags, un ensemble d'acteurs et d'opérateurs d'accompagnement que vous connaissez sans doute, hein, France Active, les coopératives d'activité d'emploi, les SCOP, Kejal et autres, qui gèrent un certain nombre de dispositifs d'accompagnement et de formation et de financement que vous trouvez en dessous, hein, les incubateurs, le DLA, qui est un dispositif important dans l'accompagnement des structures de l'ESS. On ne va pas tous les citer. Ces dispositifs donc, ont été mis en place petit à petit à partir d'une analyse conjointe des différents partenaires pour petit à petit compléter ce qu'on appelle les trous dans la raquette pour que les acteurs entreprises de l'ESS puissent trouver des réponses à leurs enjeux de développement depuis la création, en passant par la consolidation jusqu'aux enjeux de transmission. Et donc ça a été construit avec les principaux partenaires. Je ne vais pas les reciter, je peux citer en plus, parce que je ne les ai pas cités jusqu'ici, la Banque des Territoires, qui est un partenaire de tous ces projets-là, notamment sur le DLA. Voilà, donc cet ensemble d'acteurs et de dispositifs constitue pour les EPCI et pour les collectivités des ressources à mobiliser pour à la fois co-construire vos stratégies de soutien au secteur et puis pour apporter des réponses aux acteurs, entreprises, porteurs de projets qui viennent vous voir. Merci Grégory. On va terminer du coup sur 2 petites slides avant de prendre du coup les questions que vous pouvez avoir. N'hésitez pas du coup à les poser dans le chat en attendant. Je passe du coup la main à Thierry et Yannick pour cette dernière partie. Le micro Thierry, s'il te plaît. Pardon. On se fait tout savoir. Il nous semblait important de vous replacer un petit peu l'architecture globale des compétences entre les différents niveaux de collectivité pour ce qui concerne l'État. Et c'est aussi lié au fait que la loi a consacré l'ESS comme une économie à part entière. L'ESS, c'est de l'économie. Et donc, à ce titre, elle intéresse toutes les collectivités ayant une compétence économique, au premier rang desquelles, bien sûr, l'État. C'est d'ailleurs pour ça que, malgré quelques aléas administrativo-politiques, l'ESS est administrativement logé au sein de Bercy. Il y a un service au sein de la Direction générale du Trésor qui n'a pas bougé depuis la loi de 2014 et qu'utilisent les différents ministres ou en charge de l'ESS, quel que soit leur positionnement ministériel. Le dernier en date a à nouveau consacré un ministre, enfin plus exactement une secrétaire d'État à l'ESS logée à Bercy. Mais, et c'est lié à la nature de l'ESS qu'on a rappelé en début d'intervention, comme l'ESS intervient sur tous les secteurs d'activité,
elle a un fort caractère interministériel. Elle intéresse tous les ministères, le ministère de l'Agriculture pour les coopératives agricoles, par exemple, voilà, l'ADREAL pour les coopératives de logement, voilà, tous les ministères et toutes les directions de l'État déconcentré sont intéressés d'une manière ou d'une autre, les DRAC, enfin le ministère de la Culture, voilà, sont intéressés par les sujets de l'économie sociale et solidaire. Et c'est pour ça que l'État a, depuis quelques années, créé des correspondants régionaux ESS dans chaque région. Ils sont soit logés en DRETS, soit logés au SGAR. Hein, bon, c'est de l'organisation administrative, voilà, mais qui sont justement chargés d'animer cette interministérialité, mais aussi de faire le lien entre l'administration centrale et ses services déconcentrés, mais aussi les collectivités locales. Et c'est la raison de ma présence ici aujourd'hui, c'est que ces correspondants sont aussi chargés, dans la mesure de leur capacité, d'aider les collectivités à développer leur politique publique de l'ESS. Voilà, je laisse peut-être la main à Yannick. Oui, merci. Alors, pour la région, alors effectivement, donc la loi NOTRe, elle a un petit peu rebattu les cartes dans la répartition des compétences. Et donc, la région est chef de file du développement économique, puisqu'elle va avoir la responsabilité de l'élaboration du schéma régional de développement économique. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure. On part un peu sur un positionnement différent pour la prochaine mandature. Donc, comment est-ce qu'on est organisé politiquement? Donc, on a une vice-présidente à l'économie, donc Laurence Fortin, qui a décision sur le budget de l'ESS. C'était vraiment une volonté de réaffirmer, comme le disait Thierry, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est de l'économie. Donc, nous, ça dépend de la vice-présidente de l'économie, mais effectivement, avec le souhait d'avoir une élue déléguée à l'économie sociale et solidaire, donc qui est Gaëlle Stradic. Et on a multiplié en fait un petit peu les plaisirs sur cette mandature actuelle, puisque avant on avait une vice-présidente qui chapeautait l'économie sociale et solidaire et la vie associative au sens large, donc tout ce qui peut être un peu hors ESS, c'est-à-dire les associations qui n'ont pas de salariés. Et donc on a un vice-président, Pierre Pouliquin, sur la vie associative et un élu délégué. Donc en fait on est passé de une élue à 4. Mais c'est très bien, ça fait 4 fois plus de possibilités de porter les messages sur l'économie sociale et solidaire. Donc de là est déclinée une organisation aussi, c'est-à-dire qu'on a un service ESS, on a un service de 7 personnes donc, qui couvre l'économie sociale et solidaire et la vie associative au sens large. Et on est donc au sein de la direction de l'économie. Mais bien évidemment, comme l'a expliqué David, l'ESS, c'est par nature transversal. Donc, il n'y a pas qu'à la direction de l'économie qu'on soutient l'économie sociale et solidaire. C'est soutenu aussi au sein de la direction de l'aménagement, de l'environnement, de la culture, du tourisme, de la formation, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de structures sous forme associative. Donc, nous, on avait essayé de voir dans le budget régional quelle était un petit peu la répartition au sein des différentes directions. Donc, on était arrivé à peu près à 40 millions d'euros de soutien à l'ESS sur le budget de la direction de l'économie. Et c'était doublé, 80 millions d'euros sur l'ensemble des autres directions. Alors, on l'avait fait de façon voilà, un petit peu artisanale, suite à une demande de l'Association des régions de France. On a vraiment dans l'idée de faire de façon un petit peu plus précise, là, dans les prochains mois, pour essayer de voir effectivement mieux identifier cette part de l'ESS au sein des budgets régionaux. Je redonne la main du coup à Thierry. Merci Yannick. Oui, je vous disais en introduction, et Yannick vous l'a rappelé, j'insistais sur le fait que l'ESS, c'est de l'économie, mais bien sûr, ça n'empêche pas les collectivités qui n'ont pas de compétences économiques de s'intéresser à ces sujets et éventuellement de développer des politiques de soutien. Et c'est par exemple le cas pour les départements, grâce à leurs compétences en matière de solidarité humaine et territoriale. David vous l'a rappelé, l'ESS
est très active et très forte sur des domaines d'intervention sociale. Et c'est pourquoi beaucoup de départements ont développé des politiques de soutien à l'ESS en lien avec leurs propres compétences, telles que le développement local, la jeunesse, les solidarités, l'action sociale, le logement, tout secteur où l'ESS a un poids très important. Et c'est ainsi que la plupart des départements bretons, en particulier les conseils départementaux des Côtes-d'Armor, du Finistère et bien sûr d'Ille-et-Vilaine, ont développé à la fois une politique spécifique, mais aussi ont intégré dans leur organisation un service dédié ou des services dédiés. Mais bien sûr, étant donné le chef de filat accordé à la région par la loi NOTRe en matière de développement économique, eh bien, les départements ne peuvent plus intervenir sur des aides directes aux entreprises depuis la loi NOTRe. Voilà. Merci Thierry. On aura la chance du coup tout à l'heure qu'Emmanuel Rousset nous présente plus spécifiquement donc, comment s'est organisé le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine sur ce sujet. Et puis du coup pour terminer sur les EPCI avec Yannick. Je renvoie la balle à Yannick. Voilà. Donc les EPCI, forcément, sont des acteurs très importants aussi sur la politique ESS. Alors même si ça ne se traduit pas forcément par une stratégie ESS toujours bien identifiée, à peu près les 2/3 des EPCI ont quand même des actions de soutien aux politiques ESS. Alors, c'est forcément très lié aussi aux politiques sectorielles qui sont de leur ressort, ce qui est de la politique déchets, petite enfance, liée à l'environnement ou encore à l'aménagement du territoire. Donc, c'est vrai qu'on identifie de plus en plus de soutien des EPCI aussi à des structures de l'ESS comme les pôles. Et effectivement, c'est quelque chose, on voit, qui progresse. Et sur certains territoires, il y a pu avoir aussi un accompagnement des pôles de l'ESS sur la mise en place de politiques sur un territoire. Je pensais notamment à Saint-Brieuc, où effectivement, il y a un accompagnement en cours qui est extrêmement intéressant, où l'idée, c'est montrer ce qui se fait sur le territoire et accompagner les élus dans la mise en place d'une politique. Donc, effectivement, côté PCI, ce sont aussi des acteurs totalement incontournables sur le soutien à l'ESS. Merci, Yannick. Et puis on ne voulait pas terminer sur cette slide sans vous parler d'un outil, d'un levier majeur de l'action des collectivités locales qui souhaitent développer une politique de soutien en faveur des structures de l'ESS. C'est l'outil de la commande publique, et notamment des marchés qu'on appelle closés ou réservés, qui peuvent permettre aux collectivités de dépasser les problématiques de respect des règles de la concurrence et des règles des marchés publics pour pouvoir choisir au travers de clauses sociales notamment des structures de leur territoire ou au-delà, mais des structures de l'économie sociale et solidaire de préférence à d'autres. Voilà. Ce levier est un levier puissant qui nous semble intéressant de développer voilà, pour toute collectivité qui souhaite développer son soutien. Mais ça demande là aussi, ça demande là aussi un travail de conviction et de pédagogie vis-à-vis de vos services marchés, vos services commande publique, pour voilà, faire émerger une culture de la clause sociale et des marchés socialement responsables. Tout à fait, Thierry. Je compléterai même que si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet-là, on a un webinaire qui aura lieu au mois d'avril, spécifiquement du coup sur les achats socialement écologiquement responsables. Donc, on prendra voilà, 1h30 lors de ce webinaire pour voilà, vous présenter plus spécifiquement comment mettre en place du coup une commande publique durable dans votre collectivité. Et donc, du coup, pour terminer, avant un petit temps d'échange avec, du coup, Yannick pour la SERSS et puis ensuite Thierry sur la conférence régionale.
Alors, donc, il existe une stratégie régionale ESS. Donc, la précédente est échue en 2020. Donc, c'est une stratégie, en fait, qui est ni la stratégie de l'État, ni la stratégie de la région. C'est vraiment une stratégie globale, hein, qui est, en tout cas, co-construite par l'ensemble des acteurs de l'ESS et des acteurs publics, donc État, région. Nous, elle avait été intégrée à la SRDE-II en l'état lors de la précédente mandature. Nous, on est en train de travailler côté région, alors non plus un SRDE-II, mais un SRTES. Bon, c'est toujours super, les acronymes. Donc, c'est un schéma régional de la transition économique et sociale. En fait, c'est un schéma des schémas. On a décidé de faire simple. Donc, en fait, c'est un schéma qui intègre la dimension formation, parce qu'effectivement, les enjeux économiques sont extrêmement liés aux enjeux de formation, et aussi l'enseignement supérieur recherche. Donc, c'est essayer d'intégrer des schémas qui étaient élaborés de façon indépendante dans un grand schéma. Et effectivement, donc ce schéma sera adopté en décembre 2022 et il intégrera effectivement un volet économie sociale et solidaire, voilà, très, très précis également. Je redonne la main à Thierry sur la conférence régionale ESS. Merci. Le micro, Thierry. Voilà. Voilà. Merci, Yannick. Effectivement, Yannick, tu l'indiquais, on a la chance en Bretagne d'avoir, je dirais, je ne sais pas s'il faut parler de conjonction astrale favorable, mais en tout cas, d'avoir su créer entre les principaux partenaires régionaux et les acteurs privés de l'économie sociale et solidaire, un vrai esprit de coopération qui s'est traduit par une véritable co-construction de cette stratégie régionale ESS. Et cet esprit de coopération, il prend corps au moins une fois tous les 2 ans. Bien sûr, il y a des rendez-vous de suivi de la stratégie régionale, mais il y a tous les 2 ans un temps fort, une conférence régionale de l'ESS ouverte à l'ensemble des acteurs volontaires. Hein, tout le monde peut s'y inscrire, tout le monde peut y participer. Qui est co-organisé par l'État, la région et la CRES, et qui permet tous les 2 ans de faire un point et d'échanger sur les orientations et les moyens et les résultats des politiques publiques mises en œuvre, mais aussi de formuler des propositions justement, et typiquement, c'est à partir des débats et des conclusions de la conférence régionale qui s'est tenue fin 2020 que nous avons commencé le travail d'élaboration de la prochaine stratégie régionale 2021-2024. Voilà. Merci Thierry, merci Yannick, David et Grégory du coup pour toute cette présentation. Ça nous paraissait important de pouvoir bien poser donc du coup ce qu'est l'économie sociale et solidaire, sur quel acteur on peut s'appuyer, bref, tous les fondamentaux un peu que vous avez pu voir. On me dit dans l'oreillette que Emmanuel Rousset du département devra nous quitter aux alentours de 11h, 11h05. Donc je vous propose qu'on enchaîne directement avec l'intervention d'Emmanuel et puis on prendra du coup toutes vos questions et vos besoins de compléments juste après l'intervention d'Emmanuel pour du coup lui laisser le temps de témoigner, de nous parler donc de la transversalité de l'économie sociale et solidaire qui a été mise en place au sein du département. Emmanuel. Bonjour. Je crois qu'il y a un petit souci de connexion. Ou c'est seulement de mon côté? Social et solidaire en général, on se dit ouh là 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 là, c'est super, c'est formidable en termes d'orientation, mais pour autant, comment je fais dans ma collectivité quand j'ai pas de budget, quand j'ai pas forcément d'équipe, quand voilà. Donc il faut trouver des pistes et tirer les fils pour
commencer à construire une politique ESS qui a du sens au regard des enjeux de la collectivité. La première chose, le département, mais comme d'autres collectivités en Bretagne, est membre du RTES, qui est le réseau des collectivités engagées en ESS, et c'est une ressource précieuse. Je vous invite à aller vous connecter à leur super site internet. C'est simple. Ils ont fait nous avons collectivement fait des fiches qui peuvent servir tout au long du mandat, qui s'appellent kit départemental, alors on ne voit pas grand-chose, mais voilà, et kit municipal et kit régional, qui sont vraiment des fiches concrètes pour s'inspirer. Se dire, voilà, à l'échelle de mon territoire, en fonction de mes compétences, comme ça a été vu tout à l'heure, qu'est-ce que l'ESS peut apporter comme ressource pour répondre à mes problématiques. Vous avez tous fait des diagnostics de territoire, vous avez signé des CRTE, des contrats de transition écologique, vous avez, pour certains, été dans le cadre des démarches Petites Villes de demain ou d'autres choses. Et donc, on a tous de la matière dans nos priorités de territoire pour une place pour l'ESS. Et donc, ce qu'on a fait en Ille-et-Vilaine, moi, je suis élue depuis 2015. J'ai la délégation à l'économie sociale et solidaire. C'est mon deuxième mandat sur cette thématique-là. Alors, au début, j'avais l'ESS et la politique de la ville sur le mandat d'avant. Et puis, maintenant, je suis montée un peu en grade. J'ai la présidence de la commission équilibre des territoires, transition, et j'ai l'économie sociale et solidaire, la transition écologique, les politiques transversales. Et en effet, une politique de ESS, elle ne se suffit pas toute seule. Il faut pouvoir y coupler une politique transversale de l'ESS. C'est-à-dire qu'au département d'Ille-et-Vilaine, on a une politique ESS depuis de nombreuses années, qui va sur du soutien au pôle de l'économie sociale et solidaire. En effet, nous avons la chance d'avoir 7 pôles en Ille-et-Vilaine sur lesquels nous finançons, alors pas à hauteur autant que le conseil régional, mais quand même 8 000 € par an depuis le dernier budget. Nous avons aussi un certain nombre de structures que nous aidons dans le cadre un peu de la structuration, et ça a été dit, le DLA, les finances solidaires autant qu'on peut, parce que nous n'avons plus la compétence économique, donc ça nous a obligés à retravailler un peu notre politique. Et puis, nous avons un appel à projet permanent pour les acteurs, les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire, qui se situent tout en amont. Parce que ce qui est important pour nous tous, c'est de s'inscrire dans une chaîne où chacun prend sa place, là où il a le droit de la prendre en termes de compétences, mais là aussi en travaillant les jonctions en intelligence. Et notre appel à projet, il est vraiment en amont, tout au début, sur la phase d'émergence, pour permettre à des porteurs de projets d'avoir du temps et donc de l'argent pour dérouler leurs projets d'économie sociale et solidaire, en particulier sur les territoires les plus fragiles, le milieu rural pour nous et les quartiers politiques de la ville. Et nous soutenons à hauteur maximum de 15 000 € par projet un certain nombre de projets qui ont du sens et qui sont vraiment des outils de réponse collective sur nos territoires. Et puis à côté de ça, de cette politique, alors le budget ESS du département, c'est juste 380 000 €. Hein. Donc en tant que tel, on ne fait pas grand-chose avec ça. C'est un chargé de mission. Pour autant, le chargé de mission, il a 2 missions. Il a une mission de partenariat avec les acteurs de l'ESS et puis une grosse mission qui est plus vers l'interne. Et nous avons fait une politique transversale lors du dernier mandat et nous allons la revoir. Et là, il s'agit d'aller faire le tour des popotes des collègues, de dire, voilà, toi, en matière de protection de l'enfance, en quoi l'ESS pourrait être une réponse ? Toi, en matière de mobilité, en quoi l'ESS peut être une réponse ? Toi, en matière de développement local et rural, en quoi l'ESS peut être une réponse ? Et de contractualiser avec chacun des collègues et des directions un axe. C'est de la micro-action. Hein. Par exemple, nous avons fait évoluer nos dispositifs de soutien aux communes rurales pour prendre en compte la participation des habitants dans les process. C'est tout bête, ça paraît anecdotique, mais on a pu mettre une ligne supplémentaire pour les projets des communes quand elles portent, par exemple, un dernier commerce en milieu rural. Eh ben, si cette démarche de la commune elle a été faite en lien avec les habitants, pour être peut-être dans des logiques de société coopérative d'intérêt collectif ou de dynamique citoyenne, eh ben, elle a un bonus qui va permettre de se faire accompagner, de permettre de valoriser la place des habitants dans le projet. Mais c'est aussi sur le numérique, c'est aussi sur voilà, chaque champ, on a pu contractualiser. Et c'est quand même la force de l'ESS, c'est qu'elle n'a pas de secteur d'activité. Et à partir du moment où, en tout cas, nous, le département, puisqu'on n'a pas la compétence… On ne t'entend plus, Emmanuel. Local. Ça coupe un peu, Emmanuel. Ah, je suis désolée, je vais peut-être… C'est revenu là ou… C'est bon.
Bon, on a fait le choix d'avoir un département pour lequel l'ESS était un outil de développement local au service de nos territoires, évidemment des solidarités humaines aussi, mais on a vraiment travaillé à identifier en quoi les projets collectifs implantés sur des territoires Ça coupe un peu quand même. Ah bon, je vais changer de... Le Wi-Fi n'est pas toujours au top dans nos collectivités. Donc, je vais essayer de me connecter en parallèle. Voilà, en tout cas, la politique ESS, elle prend du temps à se construire. Elle est vraiment un outil vraiment de transversalité. C'est vraiment une approche qui nous permet d'être en lien avec l'ensemble des collègues, l'ensemble des services. Et c'est un vrai levier aussi d'accompagnement vers les transitions. Donc, c'est vraiment par une somme de micro-actions qu'on a pu mettre en œuvre une politique qui, depuis quelques années en Ille-et-Vilaine, est ambitieuse et pour lequel on a encore de la marge de progrès à faire. Et puis, de s'appuyer aussi sur les réseaux, que ce soit des réseaux d'élus. On est en train de monter un club d'élus avec les collègues de la région Bretagne, du département 29 et du département 22. On invitera le 9 juin l'ensemble des EPCI et des élus du commune, etc., à une rencontre en visio pour aussi s'épauler, se soutenir, discuter, échanger de manière informelle autour de ces enjeux-là pour qu'on puisse avancer dans nos politiques publiques, chacun là où il est, mais en lien les uns avec les autres. J'essaye de rentrer sur un autre biais, mais il faut juste me laisser entrer. Ah oui. C'est bon. Merci. Recording in progress. Voilà, donc je ne sais pas, après, c'est un premier panorama un petit peu large, mais se dire qu'il y a toujours de la place pour trouver des réponses à l'ESS dans nos politiques publiques, dans une approche des fois un petit peu originale sur un département, ça peut tourner autour des questions de santé, par exemple. La question de la couverture santé est des fois un peu défaillante dans certains territoires ruraux, même en Ille-et-Vilaine, et l'accompagnement de politiques, de démarches de coopératives de santé, par exemple, qui commencent à émerger en Bretagne aussi du sens. C'est sur les questions de mobilité solidaire, c'est sur des questions évidemment handicap, protection de l'enfance, sur des questions de ruralité, où là, il y a vraiment un champ énorme à faire. Dans le cadre de la politique de la ville aussi, il y a énormément de place pour l'ESS. L'ESS, ce n'est pas que l'économie circulaire, loin de là. Et c'est d'abord des aventures collectives que l'on peut construire avec à la fois les élus des territoires, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire et toutes les forces vives. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Emmanuel. En effet, est-ce que ça suscite des questions de la part de certains, certaines? N'hésitez pas, vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, lever la main ou bien poser la question directement dans le chat. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat et pas de main spécifiquement levée. Alors, une question, une rencontre d'élus le 9 juin, à quelle heure? Je crois que c'est 15h30, c'est en visio et vous aurez un lien. Je sais que c'est l'après-midi, mais j'ai un petit doute sur et comme j'utilise mon agenda pour vous parler, mais donc je crois que c'est l'après-midi et plutôt deuxième partie d'après-midi. Et il me semble qu'un courrier, du coup, va être envoyé. Oui, un courrier va être envoyé à l'ensemble. Voilà, on vient juste de caler la date, hein, c'est tout chaud. Et donc, l'ensemble des collectivités sera invité. Alors,
je précise, c'est entre pairs. C'est-à-dire que la particularité du réseau d'élus qu'on souhaite faire en Bretagne pour l'instant par rapport aux autres réseaux d'élus en France, c'est que d'habitude, ils sont co-animés CRES, RTES. Voilà. Là, nous, on souhaite un réseau d'élus pour l'instant uniquement d'élus et de collectivités. On travaillera évidemment en parallèle et ailleurs avec les acteurs de l'ESS et puis peut-être que demain, on travaillera tous ensemble. Mais on a senti d'abord un besoin d'échange entre nous pour se sentir aussi peut-être en confiance pour partager des fois des difficultés, des cheminements, des réflexions qu'on a à construire. Voilà, de plus en plus de collectivités s'engagent en ESS, mais ce n'est pas toujours facile. Et c'est important aussi de pouvoir échanger entre pairs, un peu à l'image du réseau Bruded, qui reprend pour un certain nombre les mêmes thématiques, mais là en le ciblant. Voilà. Donc on va se définir des modalités de travail, évidemment, qui seront ouvertes. Parce que je pense que la réussite des projets d'ESS, des politiques publiques d'ESS, c'est quand elles sont le plus ouvertes possible, ouvertes aussi sur l'ailleurs. On a la chance d'avoir des réseaux internationaux de l'économie sociale et solidaire, et c'est aussi des fois des vraies bouffées de dynamisme et d'envie pour regarder ce qui se passe ailleurs. Voilà. Donc le département d'Ille-et-Vilaine, par exemple, a un partenariat avec le Québec sur l'ESS depuis plusieurs années, et nos amis québécois vont venir en mars. Et c'est vrai que c'est aussi l'occasion de se nourrir de points communs et de divergences, mais qui permettent d'aller plus loin. Merci Emmanuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que peut-être ça inspire certains, certaines dans leur collectivité? Peut-être que certains ont des exemples aussi à nous apporter de comment ont pu être mis en place des politiques ESS au sein de vos EPCI, de vos communes ou bien d'autres collectivités présentes aujourd'hui? Je vous ai ajouté dans le chat le lien du réseau Bruded pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas. Vous pouvez aller voir directement sur le site internet. C'est un super réseau en milieu rural, en Bretagne au sens historique du terme, qui fait un travail qualitatif autour des transitions, avec lequel on travaille pas mal au département d'Ille-et-Vilaine aussi. Donc voilà, c'est pas exclusivement sur l'ESS, mais on se rejoint sur un certain nombre de sujets autour des transitions, parce que dans les leviers que l'on a dans une politique transversale, et Thierry Couret en a parlé tout à l'heure, il y a la question de la commande publique, mais l'ensemble de nos politiques publiques peut être mobilisable. Les questions vraiment, y compris d'aménagement, d'agriculture, de solidarité, bien sûr, mais voilà, on a... c'est un très bon... Moi, je trouve que l'ESS, c'est un autre labo au département d'Ille-et-Vilaine. C'est-à-dire que c'est notre cellule R&D, c'est là où on sent des choses qui émergent sur les territoires et qui, demain, feront les politiques publiques de nos collectivités. Donc, plus ce maillage est important, voilà, plus on va être en prise avec aussi les besoins des habitants et habitantes de nos territoires. Et tu nous l'expliquais au tout début, tu es aussi membre du RTES. Je vous ai mis très rapidement dans le chat, en effet, les fiches dont Emmanuel parlait, l'équipe municipale, régionale, départementale. Peut-être nous en dire quelques mots complémentaires sur le RTES, comme c'était très rapide au début de l'intervention. Alors, le RTES, c'est un super réseau d'élus et de collectivités. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un réseau qui est toute strate, c'est-à-dire qu'il y a des communes de 200 habitants, comme des régions, comme la ville de Paris ou des départements. C'est vraiment, ça permet d'échanger. Il y a une qualité de production. Alors, quand on est tout venant, entre guillemets, le site internet est déjà assez fourni et quand en ressources, le RTES organise des webinaires, organise des fiches, fait des guides, une newsletter. Et pour démarrer, c'est quand même une bonne porte d'entrée dans l'ESS. Quand on ne sait pas trop par quel bout prendre, le fait de se dire, voilà, c'est quoi les enjeux de mon territoire, ça va être aussi bien sur l'économie informelle dans les quartiers politiques de la ville que sur la question alors de l'économie circulaire qui est très très à la mode en ce moment et utilement, hein, mais voilà, je trouve qu'il faut
on associe souvent un peu trop ESS et économie circulaire. Bon, c'est pas qu'on associe, c'est fondamental de l'associer, mais on limite des fois l'ESS à ça dans certaines collectivités. C'est aussi un lieu d'échange, de ressources. Le RTES fête ses 20 ans, donc si vous voulez aller à Strasbourg le 4 mai, il y aura une grande journée autour des 20 ans du RTES, puis suivi par les temps forts européens et ESS. Et c'est vrai que c'est une ressource importante. Moi, je l'ai beaucoup utilisée en début de mandat. Et puis maintenant, on essaye d'y contribuer autant que faire se peut. On travaille aussi bien sur les questions de ruralité que de métropolisation. Voilà, c'est des sujets variés qui sont construits à partir des demandes des adhérents. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller regarder ce qu'il y a sur le site et puis à adhérer pour avoir accès à l'ensemble des ressources. Est-ce qu'on a le chiffre peut-être de collectivités bretonnes qui ont adhéré au RTES? Alors ça, la colle, mais je sais qu'il y en a plus d'une quinzaine, me semble-t-il. Okay. Donc voilà, et que c'est en augmentation suite au renouvellement des dernières municipales, entre autres. Voilà. J'en ai vu plusieurs, en effet, ces derniers temps, ces derniers mois, alors notamment l'année dernière, 3-4 collectivités bretonnes adhérées. Et ce qui est intéressant, c'est le fait d'être de multitaille, parce que, en fait, l'ESS, on a des fois tendance à se prendre la tête entre ça, c'est l'ESS, ça s'en est pas. On s'en fiche, là, c'est un peu comme ça, c'est qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui nous rassemble dans une petite commune, dans un département, dans une région. Il y a des choses en commun sur lesquelles on a des leviers les uns et les autres qui seront différents en fonction de nos compétences et de nos tailles, mais qui seront quand même portés sur une envie de faire des choses vers les transitions. Merci Emmanuel. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les autres intervenants souhaitaient peut-être compléter sur des sujets en particulier? Je ne vois pas pour l'instant de main levée ni de questions complémentaires. N'hésitez pas, c'est le moment notamment pour les questions à Emmanuel avant qu'elle nous quitte aux alentours de 11h. Si vous souhaitez du coup avoir un tout petit peu plus d'informations sur la politique ESS au sein du département, comment ça a pu se monter, etc. N'hésitez pas. Ah, une question, Thierry Fauchou. Oui, bonjour Thierry Fauchou, je suis ce matin en tant qu'adjoint à la ville de Béthon, élu adjoint à la ville de Béthon, vie associative et sport. Mais juste pour situer, je connais quelques-uns des intervenants ce matin, j'ai été acteur de l'économie sociale et solidaire jusqu'à pas très longtemps et puis membre de la CRES. Alors, ce n'était pas une question, c'était un petit peu dans les interventions que je partage complètement effectivement ce qui s'est dit ce matin. Il y a juste une dimension peut-être qui je trouve qui m'a manqué et qui m'anime et les gens qui me connaissent présents ce matin retrouveront. Je pense que l'ESS, c'est ce qui fait sens et c'est ce qui nous rassemble. C'est avant tout peut-être une vision qu'on partage. Certes, les acteurs de l'ESS sont des acteurs économiques à part entière dans une biodiversité économique, pour reprendre l'expression de Thierry Courtet, mais je pense qu'au-delà de ça, ce qui nous permet d'aller loin et de donner du sens, expression reprise également par Emmanuel, mais aussi qui était l'un des slogans de la CRES pendant quelques années. Cette vision, ce sens-là, c'est ce qui effectivement permet d'aller cadrer et encadrer la manière dont on va faire de l'économie, qu'on va développer l'économie. Alors, ce qu'on entend souvent, y compris pour des gens qui découvrent l'ESS, alors d'abord, pendant très longtemps, on a fait de l'ESS sans le savoir, et puis il y a encore des gens aujourd'hui qui font de l'ESS sans le savoir, et j'en connais, ou j'en rencontre. Mais je pense qu'effectivement, ce qu'on entend souvent, c'est de réduire l'ESS soit à l'action sociale, pour ne pas dire l'action caritative, l'action de soutien, soit à l'économie circulaire, mais dire que l'ESS est beaucoup plus large que ça, et ce qui nous rassemble, ce qui fait sens, c'est toute cette vision qu'on a, cette conception du monde, de faire société, d'être ensemble, dans une vision collective de bienveillance et de prendre soin. Et je pense que dans une politique municipale, alors nous sommes au moins 2 élus présents ce matin sur ce temps de travail, et je pense que dans une vision municipale d'une politique ESS d'une ville, la question que je pourrais éventuellement poser à Emmanuel, c'est comment effectivement on arrive à partager ça dans une équipe, à partager ça avec d'autres collectivités, et comment on arrive effectivement à
à développer ces visions et cette politique ESS. Merci Thierry et Emmanuel pour tes premiers éléments de réponse. Moi, je partage tout à fait. Voilà, c'est vrai que c'est comment ça devient, on embarque un collectif, parce que l'ESS, c'est d'abord du collectif. Ben, c'est des personnes ensemble qui s'associent pour porter un projet ancré sur un territoire et donc qui a du sens. Donc ça passe par la formation. Nous, on a fait par exemple au département des séries de visites. Des visites d'initiative sur la partie commerce collectif en milieu rural, par exemple, mais on en a eu fait sur d'autres thématiques avant. Et le fait de voir ensemble des choses, de pouvoir en discuter après, le reprendre en disant comment nous, dans ma commune ou dans mon territoire, ça peut être une réponse collective. Et puis, c'est pour ça que cette politique transversale, elle est assez intéressante à construire, même si elle prend un petit peu de temps, parce qu'elle est de positionner l'ESS comme une ressource et pas simplement comme... c'est un peu entre le grand soir et les petits matins, une somme de petits matins arrivera peut-être à faire le grand soir, quoi. Et c'est vrai que c'est en ayant des actions concrètes quand on s'engage sur le commerce équitable, comme c'est le cas à Béton, par exemple, en essayant d'être attentif à nos achats et à ce qu'ils produisent ici et ailleurs. C'est un début quand on commence à avoir des politiques jeunesse engagées, voilà, c'est une somme de sujets qui vont permettre. Et puis, c'est aussi une manière de faire la question de l'attention aux porteurs de projets, d'écouter des choses, des gens qui ne rentrent pas forcément dans nos cases de politique publique. On a souvent tendance à mettre les choses en petites cases et les projets de SS ne vont pas rentrer totalement dans les petites cases. Donc, voilà, il faut être curieux, il faut entendre des gens qui, des fois, peuvent nous faire un petit peu peur parce que, oula, où est-ce qu'on va être embarqué? Puis, faire confiance en cette vision du collectif qui va pouvoir tranquillement, mais sûrement, voilà, faire bouger les choses. Merci. Peut-être juste pour compléter sur la question de M. Fouchou qui était un peu aussi sur comment on partage avec d'autres collectivités. Je pense que le réseau d'élus dont parlait Emmanuel tout à l'heure avec une première rencontre au mois de juin pourrait être en tout cas une piste aussi intéressante pour aller plus loin, rencontrer d'autres élus collectivités qui se posent les mêmes questions, qui ont en effet envie de partager sur l'ESS. Et je vois que Thierry Fauchou a relevé la main, peut-être pour quelques compléments ou d'autres questions. Non, désolé, je ne l'ai pas baissé. Ah, ok, ouais. Ça marche. Désolée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chloé du RTES, du coup, nous a donné la carte des adhérents en Bretagne, où elle précisait donc qu'il y avait 12 collectivités de Bretagne adhérentes. Merci Chloé pour ce complément. Plusieurs, du coup, personnes sont intéressées par le temps d'échange du 9 juin. Ok. Tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des besoins d'éclaircissement? Au plaisir de vous retrouver le 9 juin avec mes collègues des autres départements bretons et Gaël Lestradic, et puis vous tous. Et puis, n'hésitez pas, voilà, il y a de la ressource à la fois sur le site du RTES ou directement. On est à dispo aussi pour échanger. Voilà, on a eu la chance, nous, d'avoir un partenariat depuis longtemps sur les questions d'ESS, et si ça peut servir à d'autres, on est là pour ça aussi. Puis on peut aussi apprendre plein de choses parce qu'on n'a pas fini d'améliorer nos politiques publiques. Merci Emmanuel en tout cas pour cette intervention, pour toute cette présentation, ces ressources également qui seront sans doute très utiles. On mettra ça du coup dans le compte-rendu. Tous les liens là qu'on vous met aussi dans le chat, c'est des choses que vous retrouvez dans le compte-rendu. Le PowerPoint sera également diffusé, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Merci beaucoup Emmanuel pour cette participation, cette intervention. Ouais, à bientôt. Pour poursuivre, du coup, on souhaitait donc vous proposer un petit temps de questions-réponses un petit peu plus ciblées, les questionnements ou besoins de compléments que vous pouvez avoir, c'est le moment de les poser, les difficultés que vous pouvez rencontrer, vous, dans la mise en place de politique ESS sur vos territoires. Si vous avez des exemples que vous avez déjà mis en place sur vos territoires en matière de politique ESS et que vous souhaitez nous en faire part pour justement voir comment, d'une collectivité à une autre, comment ça peut du coup se mettre en place, aussi en fonction des échelles,
communes, EPCI, départements, syndicats. Voilà, on a vraiment une pluralité là d'acteurs présents aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous faire part de tout ça. Est-ce que dans les intervenants qui étaient présents tout à l'heure, vous avez des compléments à nous apporter? Je peux apporter peut-être deux choses, Florian, par rapport à ce qui a été dit, mais pas très long. Hein. C'est on n'a pas trop insisté sur la dimension européenne. Simplement de dire que la France est actuellement présidente de l'Union européenne et à ce titre conduit un travail sur la politique ESS au sein de l'Union, sachant que cela étant rattaché au fait que la Commission européenne a, pour la première fois de son histoire, voté un plan d'action en faveur de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a un événement début mai à Strasbourg, les 4 et 5 mai de mémoire, qui va être une occasion de essayer de construire au niveau européen l'économie sociale et solidaire, et notamment, un des enjeux, c'est de se mettre d'accord sur une définition européenne de l'ESS. Voilà. Donc, je le dis parce que c'est un point important. Nous, acteurs, on travaille aussi beaucoup à des échelons européens et internationaux, par exemple avec nos homologues québécois qui sont souvent une ressource en matière d'initiatives sur l'ESS. Donc, dans le prisme, il y a aussi cette dimension européenne et internationale qui peut être utile. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, peut-être en écho à ce que disait Thierry Fouchou, c'est vrai que au-delà de la dimension économique, il faut toujours considérer que l'économie sociale et solidaire est un mode d'agir collectif qui peut apporter des réponses aux besoins des territoires. Et c'est comme ça, en fait, que se construit l'ESS. L'ESS se construit parce qu'à un moment donné, des hommes et des femmes, face à une problématique rencontrée de garde d'enfants, de soins, se mettent autour de la table pour créer ensemble une activité socio-économique qui, au départ, n'est pas forcément pour une démarche économique, mais d'abord une utilité sociale, qui se traduit ensuite dans une activité économique. Voilà. Et que on parle de l'économie sociale et solidaire, c'est parfois l'économie des citoyens, c'est comment les citoyens se prennent en main et ne sont pas passifs devant les problèmes qui se posent, mais sont actifs et y apportent des réponses socio-économiques. Et ça, j'imagine que vous, en tant que collectivité, vous rencontrez des entrepreneurs, mais aussi des collectifs d'acteurs qui ont envie d'apporter des réponses et traduire ces réponses d'un point de vue socio-économique. Donc, voilà, au-delà du statique, de ce qu'est aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, c'est toujours considéré que c'est un mouvement qui, depuis 200 ans, crée des nouvelles formes et de nouvelles réponses aux besoins des territoires, et que dans la période qui s'ouvre, enfin dans la période dans laquelle on est, il y a bien évidemment plein de choses à inventer qu'aujourd'hui on ne connaît pas en termes de type d'activité et de mode d'entreprendre. Voilà. On a récemment, Sébastien Guéret vient de partir, mais on a récemment attribué le prix de l'économie sociale et solidaire au niveau national à Tout en vélo, qui est une SIC qui fait du transport de marchandises en vélo sur l'agglomération rennaise et puis qui cherche à se déployer plus largement en Bretagne. Bon, typiquement, ça, c'est une réponse d'acteurs, d'entrepreneurs qui n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et cette question d'innovation sociale, elle est fondamentale dans l'action publique. Merci, Grégory. Est-ce qu'il y avait d'autres compléments, des questionnements en fonction un petit peu des questions là, que vous voyez apparaître? Est-ce que certaines souhaiteraient prendre la parole pour nous parler de leur collectivité, des difficultés rencontrées ou justement des facilités à mettre en place une politique ESS, cette notion de transversalité qu'Emmanuel nous a bien expliqué également, le fait d'aller à la rencontre de ses collègues, des différents services et comment du coup animer ça au quotidien? Est-ce qu'il y a des besoins de compléments, de questionnements sur le sujet? Moi, je souhaitais effectivement rebondir peut-être en attente de questions de témoignages, justement sur cet enjeu de décloisonnement et de transversalité qui se pose à toute collectivité ou tout acteur public, hein, y compris l'État, tout acteur public qui souhaite développer une politique de soutien à l'ESS. Hein. Les administrations et les structures administratives sont ainsi faites que le travail en silo est souvent une habitude et que c'est toujours compliqué de... Emmanuel Rousset l'a bien expliqué et souligné et illustré. C'est toujours compliqué
favoriser ces liens entre services et de développer une politique réellement transversale et qui ne soit pas simplement l'ajout de politiques sectorielles, petite enfance, culture, etc. etc. Et donc là, je crois, comme le soulignait Madame Rousset, je crois qu'il est vraiment primordial que les collectivités qui souhaitent s'engager puissent bénéficier d'un partage d'expérience. Et certes, c'est un travail sans cesse renouvelé, c'est à chaque renouvellement de mandat ou à chaque nouvel interlocuteur, c'est un travail à réinitier, mais c'est un travail à faire, primordial et nécessaire. Voilà. Merci Thierry, merci également Chloé pour les compléments là, sur Strasbourg. Je vous transmets là dans le chat un lien sur lequel je vous invite à cliquer, qui est un post-it colibri. Comme nous voyons en distanciel, à la place de faire un tableau de post-it comme on peut avoir l'habitude de le faire, je vous propose donc de rejoindre un tableau de post-it virtuel. L'idée étant que vous avez en bas un petit plus. Je vais partager mon écran, vous allez voir du coup ce que ça donne directement. Vous avez un petit plus sur lequel vous pouvez cliquer pour créer des post-it. Et donc du coup, on vous invite à aller directement... alors, hop. Je pense que vous devez voir le tableau de post-it dont je vous parle, que je viens de vous envoyer dans le chat, avec du coup les 3 questions dont je vous parlais tout à l'heure. L'idée étant que vous pouvez cliquer sur ce plus qui est tout en bas, avoir un post-it, le déplacer et puis du coup noter vos questionnements pour du coup cette partie de questionnement, vos difficultés rencontrées, vos exemples du coup déjà mis en place, et puis ça nous donnera une petite base d'échange. Donc voilà, cliquez bien en bas et puis essayez donc de répondre à chacune de ces questions. Si vous avez évidemment des choses à nous raconter. Est-ce que tout le monde a bien le lien? Est-ce que ça fonctionne bien? On se laisse peut-être 2 minutes pour que chacun puisse à minima prendre un post-it et puis en positionner un dans une des colonnes. Alors, une fois que vous avez cliqué sur le plus, le petit conseil, c'est de très rapidement prendre son post-it avant que quelqu'un nous le vole et que quelqu'un mette directement des informations dessus. Donc, pensez bien à le prendre, à le mettre du coup dans un coin, commencez à noter du coup les informations que vous souhaitez partager. Voilà, l'idée, c'est vraiment surtout de lancer un échange entre nous. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre simplement des mots-clés. On ne peut pas mettre de très, très longues phrases sur les post-it. Voilà, quelques mots-clés, quelques sujets que vous souhaitez aborder, un questionnement ou autre. Et du coup, les intervenants pourront rebondir sur ce que vous avez noté. Voilà, on se laisse encore 1 minute ou 2. C'est bien à mettre du coup vos post-it dans la colonne correspondante. Je vois là les premières choses qui commencent à arriver. Donc positionnez bien donc, votre post-it dans la bonne colonne. Hop. Dans les premières difficultés rencontrées, un désintérêt des élus qui est noté. Compréhension et adhésion politique dans ce qui avait été noté. Enjeu de transversalité, délégation adjointe plus action existante. Donc, sans doute un problème autour d'un désintérêt des élus, d'une peut-être adhésion politique qui n'est pas toujours simple à avoir, en tout cas au sein des collectivités. D'où l'intérêt peut-être Emmanuel nous parlait tout à l'heure de ce réseau d'élus, d'où l'intérêt aussi de partager aux élus la date du coup du 9 juin pour qu'ils puissent participer peut-être à cette visio, ce qui permettrait de voir justement l'intérêt de travailler une politique ESS au sein d'une collectivité, d'échanger entre pairs et justement d'aller plus loin. Ça peut permettre justement cette adhésion politique et de voir que sur d'autres collectivités, c'est possible, ça a été mis en place et puis de voir la force justement de l'action au sein d'autres collectivités parfois proches géographiquement ou proches aussi en termes de taille, en termes de lieux.
Alors, ça continue à arriver. Dans les difficultés rencontrées, donc le budget alloué, donc sans doute un budget qui n'est pas conséquent ou qui n'est pas à la hauteur peut-être des ambitions de la collectivité. La transversalité à l'ensemble des politiques publiques dans la politique ESS. Alors, dans les questionnements ou besoins de complément, on a un post-it, multiplicité des réseaux. J'imagine que la question, c'est quelle complémentarité et plus-value entre les différents réseaux qu'on a pu peut-être citer. Je vois que Monsieur Frédéric Mignon, vous avez une question. C'est peut-être vous qui avez posé ce post-it-là. Je vous laisse prendre la parole. Oui, c'est pour préciser justement ce post-it. Il est vrai que, donc adjoint à Béton également comme Thierry, il est vrai qu'il y a de nombreux réseaux qui existent, un certain nombre auxquels on adhère. On parlait de Bruded tout à l'heure, Commerce Équitable également, RTES ou autres, et on est sensible à ces réseaux-là, on souhaite s'y inscrire. Après, c'est comment est-ce qu'on utilise ces réseaux pour faire vivre une politique ESS sur notre territoire communal. Comment est-ce que ces différents réseaux peuvent être complémentaires les uns les autres et non pas être dans la redondance, parce qu'on sait aussi que le temps et des services et des élus est compté. Donc, c'est plus cette question de la complémentarité de l'ensemble des réseaux et la plus-value qu'on peut avoir à aller dans un ou un autre réseau qui nous est proposé de rejoindre. Donc, c'est plus autour de cette question-là que j'ai rédigé ce post-it. Merci. Et puis, j'ai aussi rédigé le post-it sur la transversalité des délégations qui fait écho. C'est-à-dire que chacun dans nos délégations, on peut être amené à participer à des réseaux. On a vu ce matin, on sait que l'ESS a cet objectif de transversalité parce qu'on l'a vu, elle concerne tous les secteurs sur lesquels on peut agir sur les politiques publiques communales. C'est comment réussir à trouver un bon dosage entre la participation de l'ensemble des adjoints et faire sens et lien avec les actions qui sont déjà présentes sur les territoires qu'on pourrait être amené à intégrer ou valoriser dans une politique ESS peut-être plus structurée, formalisée, et sur laquelle on pourrait travailler et communiquer sur notre commune. Merci. Est-ce qu'il y a un de nos intervenants qui souhaite répondre à peut-être la première question sur les réseaux, quelle complémentarité, quelle plus-value? Et peut-être en effet vers lesquels plutôt spécifiquement se diriger? Peut-être, enfin, Moi, je veux bien essayer. Voilà, enfin, c'est une question qui est toujours un peu compliquée parce que adhérer à des réseaux, c'est des choix de temps et effectivement, souvent, c'est du temps. On est tous les uns les autres dans des urgences et des contraintes de temps qui sont importantes. Mais moi, je considère que la question de l'adhésion à des réseaux, c'est toujours d'avoir un espace de réflexion, de prospective. Pour moi, je le mets dans ce temps-là. Donc, voilà, c'est le temps un peu d'arriver à sortir d'un quotidien pour pouvoir penser, réfléchir, partager avec d'autres. Bon, ça, c'est une première réflexion générale. Et c'est vrai que là, j'ai envie de dire, c'est aussi chaque collectivité qui mesure cette capacité-là, au regard de la disponibilité, tout ça. Après, sur les différents réseaux, je pense qu'aujourd'hui, chaque réseau a son utilité par rapport à la question. Je pense que si on prend Bruded et le RTES et le réseau d'élus, moi, je pense que Bruded, c'est vraiment l'entrée développement durable, échange de pratiques qui est au cœur du travail d'animation du réseau Bruded. Là où ce qui est en train de se structurer en Bretagne, autour je vais l'appeler comme ça, un RTES breton, mais en gros, un espace d'échange entre élus sur la politique ESS, c'est vraiment de rentrer sur les politiques ESS. Donc, moi, je pense que c'est des questions de complémentarité. Après, c'est vos choix à vous et vos prismes. Moi, je pense que, mais c'est aussi lié à la deuxième question, c'est que on voit bien que il y a deux enjeux dans la politique, dans une politique ESS en collectivité. Il y a fixer à un moment donné à un endroit cette politique auprès d'un service ou d'un élu pour pouvoir avoir un point d'entrée.
Mais très rapidement, l'enjeu, c'est effectivement d'avoir une vision globale et transversale. Et ça demande du temps au regard des pratiques des collectivités. Et je crois qu'Emmanuelle Roussel, elle a été assez rapidement sur ce sujet-là, mais en fait, au département d'Ille-et-Vilaine, ils ont essayé ils ont voté une politique transversale, donc ils ont déjà acté politiquement le fait que l'ESS était transversal. C'est déjà en soi un élément important, y compris pour faire comprendre aux autres collègues élus ce qu'est l'ESS. Et après, ils ont ici identifié sur chacun des thématiques et secteurs quels étaient les enjeux par rapport à la politique jeunesse, par rapport à la politique culturelle, par rapport à la politique achat, par rapport à la politique sociale, en quoi l'ESS peut être une réponse. Donc ce travail-là, après il peut se faire de différentes manières, mais je trouve intéressant de pouvoir le formaliser et écrire un peu les croisements entre politique sectorielle et politique ESS. Merci Grégory. Et alors, je ne sais pas mis dans les questionnements, mais il y a à la frontière des difficultés rencontrées et de ce qui a déjà été mis en place dans les territoires, un post-it qui dit il y a besoin d'outils ou d'interventions pour informer et sensibiliser les élus aux enjeux de l'ESS. C'est aussi à ça que servent ces webinaires qu'on propose pour justement sensibiliser les élus. Je vais vous présenter là dans quelques instants aussi des supports, des outils, des plaquettes qui peuvent servir du coup à présenter plus spécifiquement ce qu'est l'ESS, montrer la transversalité, montrer la pluralité aussi des secteurs, la façon d'entreprendre dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis, David vous a présenté les data ESS. Ce sont aussi des outils, des ressources que vous pouvez facilement utiliser auprès des élus, auprès des techniciens ou autres, peu importe, qui permettent du coup de sensibiliser à l'ESS et de montrer les enjeux de l'économie sociale et solidaire, les secteurs justement plus spécifiquement aussi peut-être sur vos territoires, en tout cas à partir du coup de ces data ESS qui existent pour chacun des EPCI en Bretagne. Vous pouvez tout à fait aller chercher ces ressources sur le site et ça peut en effet être des bons outils qui peuvent être tout à fait utilisés. Deux autres points en termes de sensibilisation des élus. Un, c'est que les visites d'expérience sont toujours des outils, j'ai envie de dire, puissants pour aller rencontrer des acteurs, des entreprises, des démarches et aller in situ voir ce qui se fait. Ça, je pense que c'est quand même… on a fait mercredi dans un autre cadre des visites d'entreprise sur l'économie circulaire au niveau régional, c'est toujours important. Après, le deuxième élément, et ça me permet aussi de mettre en évidence ce qu'on a développé autour des tags, c'est qu'une des façons de faire, c'est aussi de partir de quels sont les besoins de la collectivité, quels sont les enjeux du territoire pour la collectivité. Et par rapport à ça, d'aller interroger les acteurs, les systèmes d'accompagnement, je pense notamment aux tags, pour dire comment l'ESS peut nous aider dans nos problématiques. Je vais donner 2-3 exemples. Je sais pas, les questions d'énergie, bois-énergie, par exemple. Il y a des centres de territoire qui se posent des questions autour du bois-énergie. On a aujourd'hui, dans l'économie sociale et solidaire, des propositions de démarches coopératives autour de structuration de filières locales sur les bois-énergie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'offre l'ESS, elle n'existe pas forcément sur le territoire, mais elle peut être co-construite avec des acteurs. Et ça, moi, je vous invite à… Dans la démarche, il y a une double démarche. Il y a à la fois faire ce travail de recensement auprès des élus sur c'est quoi les problèmes de notre territoire, c'est quoi nos enjeux, et d'aller voir les partenaires, notamment les pôles et les tags, pour dire voilà nos besoins, voilà nos problèmes, comment vous pouvez nous aider pour apporter des réponses socio-économiques aux questions qu'on se pose. Voilà. Et dans le volet tag, on a un volet soutien aux entreprises, aux porteurs de projets, mais on a aussi un volet soutien à l'innovation territoriale, qu'on appelle la fonction révélateur, qui est de révéler les besoins des territoires et de traduire ces besoins en réponses socio-économiques. Voilà, donc je pense que ça peut être une autre façon d'aborder à la fois la question de la compréhension de l'ESS, mais de la raccrocher à vraiment en partant des besoins et des problèmes identifiés par les élus et la collectivité. Merci Grégory. En effet, dans les exemples déjà mis en place, il y a quelqu'un qui note du coup la collaboration avec le département, avec du coup le pôle ESS, j'imagine, de référence.
Et en effet, ça reste des pistes, enfin, c'est pas des pistes, c'est le quotidien de nombreuses collectivités, en effet, que de s'appuyer sur les pôles de demande de l'ESS, sur les tags, sur les différentes fonctions, en tout cas du tag, notamment le révélateur, qui peuvent être en effet des compléments. Et je vois que Thierry, tu as levé la main. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Grégory et rattacher aussi ça au post-it sur les difficultés d'intéresser les élus, de compréhension des élus du secteur, etc., etc. Et aussi des problèmes de budget alloué. Dire d'abord que aucun de nous, enfin j'imagine, aucun de nous n'est né dans l'ESS. On y est tous venus et je crois qu'on a tous été convaincus de son intérêt en y travaillant et en travaillant avec les structures de l'ESS. J'ai envie de dire, quelque part, l'ESS, l'essayer, c'est l'adopter. Et en termes de conviction des élus, comme le disait Grégory, je pense qu'une des portes d'entrée, c'est pas d'arriver avec forcément un drapeau économie sociale et solidaire, mais c'est d'arriver avec des réponses aux problématiques qui se posent sur les territoires, des réponses concrètes. Ensuite, en termes de budget alloué, tous les acteurs publics font face à des problématiques budgétaires et ont du mal y compris l'État, à débloquer des fonds spécifiques, d'aides spécifiques. Il n'en demeure pas moins que il y a une possibilité déjà de s'assurer que les structures de l'ESS sont mises en mesure de pouvoir bénéficier de tous les outils de droit commun qui sont mis en place par les collectivités, qu'elles ne soient pas exclues de ces outils de droit commun. Je rappelle que si on parle d'entreprises de l'ESS, y compris pour des associations employeuses, les associations employeuses sont des entreprises au sens européen. Eh bien, si on parle d'entreprises, y compris pour l'ESS, dès qu'on met en place des politiques de soutien globales et transversales d'entreprises, il faut qu'on puisse s'assurer que les structures de l'ESS ne sont pas exclues de ces dispositifs et peuvent au moins y prétendre. Et moi, typiquement, en tant que référent de la DRETS, je n'ai pas de budget spécifique dédié à l'ESS. Je vais aller sur nos budgets, sur nos BOP transversaux, aller voir comment je peux financer des structures par nos outils de droit commun. Voilà. Et je crois que c'est déjà, en l'absence même de budget dédié, à l'époque, le ministre de l'ESS, au moment de la loi, disait qu'il faut mettre de l'ESS partout. Et c'est bien ça la question. Et ça rejoint aussi les problématiques de transversalité, c'est-à-dire mettre le pied dans la porte, pas forcément avec un drapeau revendicatif, mais en apporteur de solutions concrètes. Merci Thierry. Et je vois l'heure qui file et quelques personnes qui doivent partir au fur et à mesure, donc je vais me permettre d'enchaîner avec un dernier temps que nous avions prévu sur les ressources disponibles. Dans tous les cas, vous pouvez continuer à compléter les post-it en ligne. Donc quelques ressources qui vous permettent du coup de vous acculturer à l'économie sociale et solidaire ou aller plus loin, approfondir certains sujets, que vous retrouverez sur le site qui est juste noté ici et que je vais vous mettre tout à l'heure aussi dans le chat. La publication dont je vous parlais tout à l'heure en milieu de webinaire, qui s'appelle « Ce que l'économie sociale et solidaire apporte au territoire, sans innovation et acteurs ressources en Bretagne », qui est une publication qui est sortie l'an dernier et qui présente du coup une douzaine de thématiques que vous pouvez du coup retrouver avec des chiffres clés par thématique. Je vais du coup vous la mettre directement là dans le chat, vous la trouverez directement dessus. Et ensuite, Excellente publication. Merci Thierry. Et ensuite, d'autres outils, les data dont parlait David, un mémo sur la structuration de l'ESS en Bretagne, le BABA de l'ESS, voilà, là, quelques outils un petit peu de base
sur l'ESS. Et puis du coup, sur le lien que vous avez ici, vous retrouvez également des outils pour aller un peu plus loin sur des thématiques un peu plus spécifiques. On parlait d'économie circulaire, il y a en effet quelques plaquettes dédiées sur l'économie circulaire. Voilà, d'autres choses qui permettent un petit peu d'aller plus loin sur des sujets plus spécifiques. On édite également à la CRES ce qu'on appelle une circulettre, une newsletter dédiée sur les actualités de l'économie circulaire, sociale et solidaire, à peu près une fois par trimestre. Donc, si vous souhaitez également vous abonner, c'est possible. On va vous mettre également le lien dans le chat, comme ça vous pourrez directement vous inscrire si vous le souhaitez. Hop, mince, du coup, ça a enlevé mon écran. Et puis du coup, des webinaires à venir la semaine prochaine, dans 10 jours, ce qu'on appelle un circulaire, un webinaire d'1 heure pour décrypter plus spécifiquement l'économie circulaire qui est dédiée aux collectivités, qui parlera là du dispositif La Fabrique à Initiative. Grégory a commencé du coup à vous parler des tags, de la fonction révélateur, ou comment partir d'un besoin social. Et donc du coup, il y aura un temps fort dédié sur le prochain circulaire qui aura lieu le 8 mars. Vous pouvez tout à fait vous inscrire si vous le souhaitez. Et d'autres webinaires sur l'économie sociale et solidaire, co-construits toujours avec le CNFPT et le RTES, qui auront lieu en avril et en mai. Le prochain, on vous en a déjà parlé, sur les achats responsables, une opportunité pour l'économie sociale et solidaire qui aura lieu le 8 avril de 9h30 à 11h. Et le webinaire 3 sur les tiers-lieux, espaces de structuration de la vie économique, sociale et citoyenne d'un territoire, qui aura lieu, lui, le vendredi 20 mai de 9h30 à 11h. Les deux webinaires numéro 2 et numéro 3 sont des webinaires plutôt thématiques, pour l'instant exclusivement ouverts aux agents techniciens de collectivité. Ces webinaires ne sont pas ouverts aux élus, contrairement du coup au webinaire d'aujourd'hui. Et puis voilà, d'autres webinaires qui pourront pourquoi pas aussi arriver en deuxième semestre sur d'autres thématiques. Je vais justement vous envoyer directement là en ligne un petit questionnaire, alors juste un petit sondage qui va nous permettre de voir un petit peu ce qui vous a plus ou moins plu, ça a bien répondu à vos attentes, et notamment une des dernières questions, très rapidement, quelle thématique vous souhaiteriez voir aborder dans de prochains webinaires à venir. Donc, je lance le sondage. On voit qu'il est déjà 11h30. Normalement, il devrait du coup apparaître directement sur votre écran. Vous êtes invité donc à répondre aux questions. Ça prend vraiment quelques secondes. Hop. Je vois que Chloé, en effet, a mis le newsletter du RTES. Je vais vous mettre donc la circulettre également. Autant que chacun réponde aux questions. Et puis, je vais vous mettre le lien du prochain circulaire, donc le webinaire d'1 heure qui aura lieu le 8 mars. Si je ne me trompe pas, c'est la journée de la femme le 8 mars en général. Et voilà, je vous laisse donc le temps de répondre tranquillement à ce webinaire. De toute manière, celui-ci est enregistré, le compte-rendu, le PowerPoint vous sera diffusé. Si vous avez des questions complémentaires, vous avez normalement pour la majorité d'entre vous mes coordonnées, puisque je vous ai fait un mail, un dernier mail pour vous envoyer le lien de connexion cette semaine. Donc vous pouvez revenir vers nous pour compléter, aller plus loin si vous souhaitez être mis en lien avec certains de nos intervenants. N'hésitez pas. La liste du coup des inscrits et des inscrites et des participants en tout cas sera mise au compte rendu. Donc voilà, ça vous permettra aussi de recontacter certaines qui ont pu apporter quelques questions, témoignages ou autres. Et voilà, globalement, est-ce que vous avez encore des dernières questions avant qu'on clôture ce webinaire ? Non, très bien. N'hésitez pas encore il reste encore quelques personnes qui n'ont pas répondu au sondage, donc n'hésitez pas à compléter, ça nous permet nous d'améliorer du coup nos webinaires, d'aller encore plus loin dans la façon du coup de vous présenter aussi les sujets qu'on aborde lors de ces webinaires. Et puis, s'il n'y a pas du coup de complément, je vais vous remercier toutes et tous de votre participation. Merci à nos intervenants, Thierry, Grégory, David, Yannick, Emmanuel qui a dû partir un petit peu plus tôt. Merci pour vos questions, vos échanges. Merci à vous. À très bientôt pour le prochain webinaire donc, du mois d'avril sur les achats responsables. Et puis, belle fin de journée à toutes et tous. Et un grand merci à toi, Florian, pour la préparation. Merci à la CRES. Bonne journée. Merci au CNFPT. Merci, au revoir, bonne journée. Belle fin de journée.
Au revoir. Au revoir.